Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. Oui, Rémi Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la première de l'année. Donc permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord tous mes voeux au nom de l'équipe de Vélo Club en cette nouvelle année. Santé et bonheur forcément pour toutes et tous. Et on va débuter l'émission, enfin l'année pardon, avec un invité. C'est plutôt cool de débuter de la sorte. C'est Quentin Douzery qui va nous accompagner ce soir pendant la petite heure d'émission. Quentin, il est data analyst, data scientist chez Cofidis et il a accepté de participer à une émission avec nous sur un sujet qu'on ne maîtrise pas beaucoup, l'analyse de données, et qui va être super intéressant parce que vous avez posé pas mal de questions et j'avoue que j'en ai beaucoup également. Bonsoir Quentin, puis merci déjà d'être parmi nous. Bonsoir Charles, merci à toi pour l'invitation. Hâte de parler de tout ça. Ouais, donc on va parler de tout ça tout tranquillement. Salut à tous sur le chat, hein. Comme d'hab, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je vois McFly qui est là, Cofidis et Matt aussi, Matt qui était très intéressé, je crois, par ce domaine de l'analyse des données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Quentin, est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu à nos auditeurs, ton parcours? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans et je suis ingénieur diplômé en mathématiques appliquées. Donc là, ça va faire un peu plus d'1 an que j'ai mon diplôme. J'ai fait une école d'ingé qui s'appelle l'INSA de Toulouse, si ça parle à certains. Donc spécialité plutôt orientée statistique, machine learning, intelligence artificielle. Donc vraiment autour de la data. Et j'ai effectué mon stage de fin d'études en fait à la Groupama FDJ, donc autre équipe cycliste. Donc pendant 6 mois, début 2022. Et puis là, ça va faire un peu plus d'1 an que je bosse pour Cofidis en tant que data analyst, data scientist. Le terme est assez large, il regroupe pas mal de choses. Et voilà. Et comment t'es arrivé justement chez Cofidis? Est-ce que c'est toi qui as fait des démarches à l'issue de ton stage dans différentes équipes ou est-ce que c'est eux qui sont venus taper à la porte? C'est vraiment moi. C'était vraiment un rêve entre guillemets de bosser dans le sport d'une manière générale et plus particulièrement le vélo. Et du coup, j'ai démarché. J'ai contacté des gens sur Twitter, sur LinkedIn, donc des entraîneurs des équipes françaises en fait. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à la Groupama pour mon stage de fin d'études. Ensuite, j'ai recontacté Samuel Belnou, qui est le responsable de la perf chez Cofidis, et qui lui commençait à se dire qu'il était intéressé par bosser sur cet aspect data. Donc en fait, ça s'est fait assez facilement ensuite. Ouais, alors on en parlait tout à l'heure en off rapidement en préparant l'émission. T'es pas à plein temps, Quentin, c'est chez Cofidis, c'est ça que tu m'expliquais? Ouais, c'est ça en fait. J'ai monté mon auto-entreprise donc l'année dernière et je suis un peu, enfin on va dire consultant en freelance pour eux. Donc j'effectue des missions pour eux toute l'année, mais pas à plein temps en fait. C'est équivalent d'un mi-temps à peu près. D'accord, donc maintenant qu'on a planté le décor, je vais poser la question, c'est quoi un data scientist ou un data analyst? Ouais, bonne question. Euh, En gros, enfin c'est un terme qui est assez large, surtout vis-à-vis de moi au final, puisque je suis le seul dans l'équipe à bosser vraiment sur cet aspect donné. Donc moi, je fais pas exactement que de la data science comme on l'entend habituellement. Mais du coup, pour répondre quand même à la question, ça va être quelqu'un qui récupère toutes les données, donc là dans le vélo, toutes les données qui traitent des coureurs. Et en fait, on a une quantité de données qui est assez
assez importante, puisque pour donner une idée, les capteurs que les coureurs utilisent, ça enregistre la puissance, la fréquence cardiaque, la vitesse à chaque seconde en fait. Et du coup, les coureurs, ils ont des entraînements, des courses qui durent 5-6 heures. Donc on se retrouve très rapidement avec des centaines de milliers, voire enfin même des millions de données pour un seul coureur. Donc en fait, l'idée, c'est derrière, c'est de prendre toutes ces données et d'essayer d'en sortir, parce que ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est d'essayer d'en sortir quelque chose de constructif derrière, d'essayer de résumer ces données en quelque chose d'intéressant. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet de ces données, moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est pour le grand public, comment est-ce qu'on comprend l'analyse des datas dans le vélo? Parce que j'imagine que parmi nos auditeurs, il y en a qui sont fans de foot et les datas, on sait tous un petit peu ce que c'est. Les données sont presque publiques, c'est presque plus des stats parfois, mais dans le vélo, on a accès à rien du tout, nous, le grand public, hein. Ouais, bah c'est clairement la grosse différence en fait qu'il y a entre un sport comme le foot, puis y avoir avec le rugby, le basket et le vélo, c'est que bah, dans le foot, c'est comme tu dis des statistiques qui sont accessibles à tous et on peut avoir les statistiques des équipes adverses, alors que dans le vélo, vraiment, on va avoir accès uniquement aux données des coureurs de son équipe et qui sont quand même des données vachement confidentielles. Enfin, on en entend souvent parler de ces histoires de coureurs qui ben, rendent pas publiques leurs données de puissance. Et du coup, au final, c'est un peu là tout le. C'est la puissance, c'est la donnée phare dans le cyclisme, qui est donc tous les coureurs ont des capteurs de puissance, et c'est vraiment ça qui est super important comme donnée. Ouais, parce que nous, finalement, on a que Strava. Ouais, bah c'est ça. Il y a les coureurs qui acceptent de mettre des choses sur Strava, et puis bah, s'il n'y a pas ça, il y a pas de données en fait. Enfin, ça reste vraiment interne aux équipes. Et tiens, d'ailleurs, le point de vue du professionnel, bonne ou mauvaise chose pour les coureurs de mettre sur Strava? Tu le dis, il y en a qui choisissent de le faire, d'autres non. Est-ce que tu penses que ça donne trop d'infos à d'autres ou pas vraiment finalement? Je saurais pas dire si ça donne trop d'infos aux autres. J'y vois des inconvénients et des avantages de les masquer ces données parce que d'un côté, ça donne aucune info sur la concurrence, sur le niveau objectif, on va dire, que le coureur a. Et de l'autre côté, d'un point de vue transparence, bah, c'est bien aussi de pouvoir avoir accès aux données de tout le monde et de voir concrètement qu'est-ce que le coureur il va pousser sur la route. Donc, il y a des avantages, des inconvénients à mon sens. Alors pour rentrer dans les détails, bah, la première question que je me pose et que je voulais te poser, c'est combien tu as d'éléments différents à ta disposition pour l'analyse? Alors tu peux peut-être pas tout dire, hein, c'est vrai que parfois tu devras botter en touche parce que c'est forcément confidentiel, mais est-ce que tu peux nous dire à peu près combien d'éléments tu as à ta dispo? Ouais, bah en gros, l'idée c'est de. En fait, j'ai tout ce qui est enregistré par les capteurs des coureurs. Donc, ça va être la puissance, la fréquence cardiaque, la cadence. Donc, ça, c'est vraiment les capteurs que les coureurs portent. Il y a aussi ce que le GPS va enregistrer, donc l'altitude, la température, la vitesse, le dénivelé, la distance. Donc, toutes ces données un peu plus extérieures, on va dire. Donc, ça, c'est du point de vue du coureur et de ce qui est enregistré pendant les courses. Donc, j'ai accès aux courses et aux entraînements, évidemment. Depuis que le coureur est au sein de la structure, puisqu'on n'a pas forcément accès à ces données avant. Et ensuite, je récupère aussi tout ce qui est ben, les résultats des coureurs, les nombres de points UCI, puisque c'est des analyses qui peuvent être intéressantes aussi. Donc c'est vraiment les données des capteurs, donc tout ce qui est, tous les capteurs que possèdent les coureurs, et quelques résultats, on va dire. Ouais. Et dans quelle mesure justement ça t'aide les classements UCI ou les résultats? Je dirais pas que ça m'aide, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ai pas encore fait d'analyse pour essayer de corréler par exemple les résultats avec d'autres données. Et c'est plus pour la direction sportive, avoir des repères sur comment sont les coureurs en ce moment et avoir des graphiques assez simples pour résumer les résultats d'un coureur. Mm. Alors, j'avais une question aussi par rapport aux data et tu l'as pas évoqué, je sais pas si ça rentre en ligne de compte. J'avais parlé de ça avec plusieurs coachs. C'était par rapport au capteur de glucose. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour analyser les données? Ce que font, c'est interdit en compétition, hein, si je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'à l'entraînement, c'est autorisé. Ça, je t'avoue. Enfin, donc, je savais pas pour la distinction entre course et entraînement déjà.
Après, ce serait complètement analysable parce que suffit que la donnée soit enregistrée par le capteur et du coup, elle est récupérable derrière pour pouvoir être analysée. Et à vrai dire, je crois pas que les coureurs chez Cofidis utilisent des capteurs, ou en tout cas, moi, j'ai encore jamais travaillé sur ces données-là. D'accord. Tiens, il y a une question de Michael. Quels sont les outils logiciels que tu utilises? Ouais, bah alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais du coup, moi, je fais du code, donc de la programmation informatique. Donc c'est tout le temps, enfin exclusivement sur ordinateur, et je passe par Python, qui est un des langages de programmation les plus répandus. Je fais que du Python, et après je suis pas super bien formé sur tout ce qui est gestion de base de données d'une manière générale. Donc pour ça, il y a des outils comme SQL qui sont assez répandus. Donc ça, j'aimerais me former là-dessus, mais pour l'instant, c'est vraiment, je travaille que en Python. D'accord. Une question, tiens, d'Ewen qui rejoignait un petit peu ça. Quelles sont les données que tu trouves les plus pertinentes à analyser? Ouais, enfin, je vais pas faire, ça va pas être surprenant, mais c'est la puissance évidemment qui est la plus importante parce que, enfin, la plus importante, la plus intéressante en tout cas, parce que c'est l'avantage qu'il y a dans le vélo, c'est que cette donnée de puissance, ça reste quand même quelque chose qui est assez objectif, hein, et qui est indépendant des conditions extérieures, on va dire. C'est pas comme la vitesse par exemple qu'on pourrait avoir et qui est vachement dépendante de la topographie, de la météo, enfin du vent, de comment elle court dans le peloton, alors que la puissance, c'est vraiment un indicateur qui est super objectif de comment est le coureur, en fait, de son niveau général. Et 90% du temps, un coureur qui sort des gros watts, ben, il fera des gros résultats. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant à analyser. Après, ce qui peut être aussi intéressant, enfin, ce que je trouve moi personnellement très intéressant, c'est de comparer ces données de puissance et de les mettre en relation avec les autres données qu'on a, avec la fréquence cardiaque, avec la pente, avec la chaleur et ce genre de choses. Alors, la dernière question d'Ewen, c'était par rapport à l'apport d'un data scientist dans une équipe pro. C'est vrai que c'est ça qui va intéresser, j'imagine, pas mal de monde. Quelle est, bah, selon toi, la plus-value justement que tu apportes à Cofidis une fois que tu as dans l'analyse des données, pardon? Ça, c'est vrai que c'est une, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, il existe déjà plein d'outils que les entraîneurs peuvent utiliser. Je ne sais pas si ça va parler à certains, mais WKO par exemple, ou Intervals ICU, qui sont des outils en fait d'analyse de séance, d'analyse d'entraînement, qui sont déjà utilisés. Donc là, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, enfin, que les coachs peuvent utiliser sans que quelqu'un qui bosse sur les données ait besoin d'intervenir. Et au final, c'est des logiciels qui sont ce qu'on appelle boîte noire, c'est-à-dire qu'on va demander quelque chose, ça va nous sortir un résultat, mais on n'a pas vraiment la main sur ce qui est fait derrière. Et on ne peut pas forcément aller plus loin que ce qui est fait. Et du coup, c'est là que moi je trouve que le boulot que je fais, il est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin que ce que font ces outils enfin, qui sont répandus. Et en fait, au final, on peut tout faire, n'importe quelle demande, ben, on va pouvoir les mettre en application. Et l'autre intérêt, je trouve, c'est que capteur qui mesure le glycogène, ça, j'en utilise pas, mais je pourrais, et du coup, ce serait encore une autre source de données. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir combiner toutes ces sources de données-là et qui, à la base, sont pas forcément liées. Et du coup, en les combinant, on va pouvoir aller chercher des choses aller un peu plus loin dans l'analyse, en fait. D'accord. Et tiens, j'ai une question moi, moins technique, forcément, comme c'est pas mon domaine. Est-ce que tu as senti une réticence parfois de la part de coachs, hein, sans citer de nom forcément, ou d'athlètes par rapport à cette analyse poussée des données? Globalement, non. Mais alors, j'ai pas, par rapport aux athlètes, je suis assez peu en contact avec eux au final parce que j'interagis beaucoup avec le staff surtout. Mais au niveau du staff, là, moi, j'ai eu la chance, depuis que je bosse, que ce soit à la FDJ ou chez Cofidis, d'être en contact avec des gens qui sont vraiment, qui sont convaincus qu'il y a un intérêt à bosser sur les données de manière un peu plus approfondie, qui du coup sont, ouais, j'ai pas rencontré trop de réticence. Au contraire, j'ai des gens qui sont intéressés par ce qu'il est possible de faire et qui sont toujours demandeurs de plus de choses.
Alors, il y a pas mal de questions techniques, hein. Je suis désolé parce que je vais pas forcément tout maîtriser, mais Matt, je crois qu'il veut faire un petit peu comme toi, Matt, et il demande est-ce que la donnée est organisée dans un data warehouse centralisé, accessible à toute l'équipe avec des reporting faits sur des outils de visualisation? Alors, pas du tout, parce que, bah, en fait, comme je le disais, j'ai pas un temps illimité pour l'équipe. Et du coup, pour l'instant, c'est le traitement des données, c'est vraiment, je suis le seul gestionnaire de ça, et c'est pas du tout accessible à l'ensemble de l'équipe. Donc au final, c'est juste stocké sur ma machine, sur mon ordinateur. Et donc c'est moi qui traite ces données, qui les récupère, qui les stocke, mais c'est pas accessible aux autres. La visualisation des résultats, elle est aussi pas automatisée. Donc en fait, c'est vraiment des choses qui sont super importantes parce que faut que ce soit automatisé, faut que ce soit accessible à tout le monde, mais ça demande beaucoup de travail, ce qui est pas forcément ma formation en plus à la base. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, mais l'idée ce serait que Il y aura un à vrai temps moyen. plein, si je comprends bien, quand même, à occuper, hein. Ouais, clairement. Et Donc, même peut-être pas seul parce qu'au final, ces histoires de, en fait, moi je produis des résultats, on va dire, mais ensuite les diffuser. Si on veut par exemple créer une petite, comme un petit site web pour que ouais. les gens puissent y avoir accès. En fait, ça, c'est un boulot qui est presque, je dirais, complètement différent du boulot de data scientist en lui-même. Et du coup, ça demande ben, de se former sur ces choses-là, de prendre du temps aussi pour développer une sorte d'application web. Et du coup, il faudrait presque, on va dire, deux personnes, enfin, si ce n'est plus. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment produire des résultats et quelqu'un qui sera plus dédié à comment dire, la production de ces résultats et de la mise en lumière, mais à la diffusion au sein de l'équipe, en fait. Tiens, tout à l'heure, tu parlais de ton passage chez la Groupama FDJ. Je sais qu'il y a aussi quelqu'un chez Ineos. Est-ce que tu sais si ces personnes-là sont à plein temps ou si on est un peu au même stade de développement que la Cofidis? Alors, je vais parler de ce que je sais, c'est-à-dire Groupama, et il est à plein temps, le data scientist de Groupama. Et par contre, chez Ineos, j'avoue que je sais pas s'il est à plein temps. J'aurais tendance à dire que oui, mais je sais pas, je suis pas Ils ont du un tout gros certain. budget, donc peut-être que oui. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, après, quand même, globalement, c'est quand même quelque chose qui est vachement récent, c'est ce côté data. Et comment dire, c'est ouais, pareil, chez Groupama, le data scientist, il est en poste que depuis, là, ça va faire 2 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même très récent. Je sais que chez Ineos, il est arrivé il n'y a pas si longtemps non plus. Donc, c'est vraiment un milieu qui est juste en train de se développer, qui commence seulement à se développer, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on sent que c'est un plein boom. En plein boom, pardon, puis c'est vrai qu'il y a aussi une question de budget, parce qu'il y a une question qui avait été posée par rapport à ça à Damien Garcia qui bosse chez Burgos. Il disait que lui, il n'était pas contre, bien au contraire, mais qu'il fallait les moyens de rémunérer quelqu'un quand tu es déjà à la limite pour prendre un 20e ou un 21e coureur. Ça peut aussi être complexe. Une autre question, Racing Luxembourg, tu sais faire une corrélation entre la puissance et le matériel, vu que Cofidis a récemment changé, notamment sur le point de vue des résultats. Alors, j'ai pas du tout travaillé là-dessus, pour être honnête. Mais techniquement, ça doit être possible de faire des choses. Après, ouais, j'ai pas travaillé là-dessus. D'accord. Alors, une question d'Alex, il y a beaucoup de questions. Je crois que ça passionne vraiment beaucoup les viewers. Est-ce que vous Obvious. utilisez les données pour faire des études et optimiser la prise d'aspiration? Ça n'a pas été fait, en tout cas. Après, je sais pas si ce serait, je sais pas qu'est-ce qu'il entend concrètement par prise d'aspiration, mais on peut imaginer que essayer d'étudier les données pour voir si le coureur, comment dire, en contre-la-montre, s'il est suffisamment aéro, essayer de voir s'il n'y a pas des sections de course où il serait possible de jouer. C'est pas des choses, enfin, je sais pas si c'était par rapport à ça qu'il posait sa question, mais pourrait y avoir des choses à faire aussi, j'imagine. Tiens, justement, pour rebondir là-dessus, on sait qu'il y a certains coureurs qui travaillent sous tunnel pour être aérodynamique. Est-ce que c'est aussi un domaine où tu pourras apporter une aide en tant que data scientist? Euh,
je suis pas sûr, mais je dis ça après, en sachant que dans mes études, j'ai étudié aussi de la mécanique des fluides qui là touche clairement à ce domaine de la soufflerie et de l'aérodynamique. Donc c'est pas directement lié à la base. Après, on peut imaginer avoir accès aux données qui sont faites lors des tests, mais je suis pas sûr que quelqu'un qui ait fait juste une formation, on va dire, de data scientist soit apte à analyser ces données-là. Ouais. Alex qui Que- nous dit vivement le temps plein. Bah, si Cédric Vasseur nous écoute, on lui lance un petit appel. Alex, toujours, quel langage de développement utilises-tu? Moi, du coup, j'imagine qu'il parle du langage qui est utilisé pour ce que je disais, pour essayer de diffuser les résultats aux autres, donc pour essayer de mettre en place une petite appli web. Donc, en fait, je passe par Python encore. C'est pas le plus adapté, mais vu que c'est ce que je maîtrise pour l'instant et que c'est le plus facile d'accès pour moi pour débuter, je fais par Python et avec un framework qui s'appelle Flask. Je ne sais pas si ça va parler à la personne en tout cas, mais voilà, pour répondre à la question. Alors ça, je crois que tu as déjà répondu un petit peu. Est-ce que vous débattez entre data scientists d'équipe? Bah, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Puis j'imagine que vous n'allez pas vous donner vos idées ou vos données. Alors moi, je suis resté assez proche du coup de Olivier, qui est le data scientist de la Groupama. Donc quand on se voit, on discute un peu de ce qui est fait, mais évidemment, on rentre pas dans les détails. C'est plus, on va parler comment dire, des innovations entre guillemets qui ont pu avoir lieu dans le monde de la programmation d'une manière générale et qui pourraient être utiles à l'un ou à l'autre pour faire certaines analyses, mais on va pas parler en détail des projets évidemment. Tiens, une question intéressante. Est-ce que chez Cofidis, tu t'occupes aussi des féminines et du paracyclisme? Alors non, pas pour l'instant en tout cas. Techniquement, je peux le faire, donc c'est une question qui est à l'étude pour l'avenir. Donc c'est pas encore le cas, mais ça pourrait être le cas bientôt. Enfin bientôt, je sais pas, mais à l'avenir. Une autre question, tiens, sur le Discord. Alors celle-ci, elle est aussi intéressante que ça concerne l'IA. Puis j'imagine que tu vois dans le développement de l'IA quelque chose aussi qui peut être passionnant pour la suite. Et Wen demande quel rôle tu vois justement à l'IA dans le domaine. Euh, Déjà, l'IA, l'intelligence artificielle, du coup, c'est un terme qui est super vaste et qui regroupe plein de choses. Et il y a notamment un des domaines de l'IA, on va dire, qui s'appelle le machine learning. Et ça consiste à, du coup, ça c'est vraiment en fait cette histoire de machine learning, c'est ce qui différencie en fait un data scientist d'un data analyst. Là où un data analyst, il va se contenter, on va dire, d'analyser les données. Le data scientist, il va aller plus loin que ça. Il va essayer de prendre ces données-là et de prédire des choses. Et du coup, de ce point de vue-là, l'IA, à travers le machine learning, a un vrai avenir à mon sens. C'est parce que c'est là qu'un data scientist va prendre va avoir tout son intérêt, c'est-à-dire qu'on va mettre des choses en place qui vont aller plus loin que juste avoir un résumé de séance. Et là, il y a des choses à faire à mon sens. Est-ce que tu peux nourrir l'IA, entre guillemets, pour l'aider à progresser, non? Ouais, c'est exactement le principe en fait. Faudrait que je trouve un exemple, mais en fait, c'est le principe d'une intelligence artificielle, c'est qu'on va lui donner des données, elle va pouvoir être capable d'exploiter ces données comme si c'était un humain, mais il y a une beaucoup plus grande puissance de calcul derrière, donc il va être capable de traiter beaucoup plus de données et d'en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant en un temps beaucoup plus court. C'est ça en fait l'intérêt d'une intelligence artificielle. En fait, plus on va avoir de données, et plus l'intelligence artificielle, elle va être efficace. Et du coup, c'est là l'intérêt, c'est que si on construit un projet sur le long terme, au fil des années, on accumule de plus en plus de données, et les modèles qui sont mis en place, ils sont de plus en plus précis. Alors, pour moi qui connais vraiment pas grand-chose dans ce domaine-là, est-ce que l'IA, à terme, a peut remplacer justement les analyses comme toi, ou est-ce qu'il faudra toujours quelqu'un pour la nourrir et l'aider à être de plus en plus performante? L'IA en elle-même, en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui la développe pour qu'elle soit opérationnelle. Donc concrètement,
je pense pas qu'une intelligence artificielle puisse remplacer le boulot du data scientist parce dans un sens, c'est le data scientist qui conçoit l'intelligence artificielle. Et puis après, pour aller plus loin, je pense pas qu'une intelligence artificielle soit utile à remplacer d'autres personnes dans une équipe cycliste. Et c'est une chose, enfin, ça c'est mon point de vue personnel sur l'intelligence artificielle, mais c'est que faut que ça reste un outil qui aide à prendre des décisions, par exemple, mais qui n'a pas vocation à remplacer qui que ce soit, parce qu'il y a quand même un côté, en tout cas à l'heure actuelle, il y a un côté humain qui est toujours super important, surtout dans le vélo. Et une intelligence artificielle, pour moi, c'est pas d'actualité que ça remplace entièrement quelqu'un. Et par rapport à l'intelligence artificielle, on en parlait justement un tout petit peu avant l'émission. Tu me disais que ça pouvait aider par rapport à l'analyse vidéo aussi. Ouais, par exemple. Enfin, alors là, c'est en voyant vraiment assez loin, mais l'intelligence artificielle, ça peut permettre, c'est des outils qui sont super efficaces dans le traitement d'image, traitement vidéo d'une manière générale. Et du coup, on pourrait imaginer qu'il y ait des algorithmes qui tournent sur les images des courses et qui permettent de faire de l'analyse vidéo et de gagner du temps à ce niveau-là. Mais là, on part quand même dans quelque chose qui est assez, à mon sens, assez complexe et qui est voilà, assez complexe. Ouais, puis tu sais que tu me le disais aussi avant. Toi, tu fais pas du tout, Quentin, d'analyse vidéo. Ouais, non, c'est pas du tout mon travail. J'avais une autre question justement par rapport à tous ces outils, par rapport au monitoring en temps réel. Je vais développer un petit peu ma pensée, mais est-ce que dans les années à venir, on peut imaginer justement un data analyst ou un data scientist qui, pendant les courses, et peut-être pas dans la voiture, parce que c'est pas le plus pratique, mais qui est en lien direct avec le directeur sportif et qui donne vraiment des consignes en temps réel par rapport aux outils aux données qu'il reçoit? Alors, si je dis pas de bêtises, en fait, pareil, il y a quelque chose, un point bloquant par rapport à ça, c'est que à l'heure actuelle, la réglementation de l'UCI, j'imagine, interdit la collecte des données en temps réel. Donc, c'est pas autorisé de récupérer les données de puissance, par exemple, enfin surtout de puissance d'un coureur pendant la course. On n'y a accès qu'après. Et de toute façon, avec les outils qui existent pour le moment, il faudrait vraiment être très proche du coureur, enfin très proche spatialement, j'entends, Mm. pour pouvoir récupérer ces données en temps réel. Donc c'est de un, pas autorisé, de deux, c'est pas faisable à mettre en place. Donc en live, à mon sens, pour le moment, un data scientist, il a pas une utilité prépondérante. Ouais, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Alors, les autres questions que j'avais, tac tac. Oui, celle-là, tu as peut-être un petit peu répondu déjà. C'est comment tu vois l'évolution dans le cyclisme de ce métier dans les années à venir? Très bonne, j'imagine. En tout cas, j'espère qu'elle sera très bonne. Mais à mon sens, donc c'est ce que je disais, ça commence seulement à se développer. Donc si les choses suivent leur cours, on peut espérer que ça se développe de plus en plus dans les années à venir. En tout cas, pour moi, quand je vois tous les projets qui seraient possibles de mettre en place, pour moi, il y a de l'avenir. Après, il faut que, comme on en parlait un petit peu avant, faut qu'il y ait le budget, il faut que les décideurs aient envie de ce genre de choses. Mais pour moi, il y a de l'avenir. Mais, bon, après, tu seras peut-être pas objectif sur ta réponse, mais tant pis, je vais quand même poser la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas être fou à l'heure actuelle de ne pas envisager la chose, si on a les finances, bien entendu, mais une équipe qui dirait non à ça dans les, disons, 5 ans à venir, est-ce qu'elle se tire pas une balle dans le pied un petit peu? Je sais pas si elle se tire une balle dans le pied, mais c'est se priver de quelque chose supplémentaire qui permet d'améliorer la performance d'une manière générale en fait. Moi je le vois le vélo comme plein de comment dire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour des coureurs pour les mettre dans les meilleures dispositions, que ce soit les mécanos, les entraîneurs, les nutritionnistes. Et c'est dur de quantifier concrètement l'apport de chaque personne. Mais en fait, c'est plus dans une démarche globale d'amélioration de la performance, essayer de faire tout ce qui est possible de faire pour améliorer les résultats. Et du coup, pour moi, le métier, enfin, traiter les données, ça rentre en compte là-dedans.
c'est, ça participe à cette dynamique globale d'amélioration de la perf. Donc, je ne sais pas si ce serait jusqu'à aller se tirer une balle dans le pied, mais ce serait se priver de quelque chose qui peut être très intéressant. Tiens, j'ai une question d'ordre général. Tu me disais justement aussi avant que tu étais avant tout fan de vélo, comme nous tous, je pense, ici. Est-ce que le fait de vraiment être très poussé dans l'analyse de données sur le côté scientifique, ça fait perdre un petit peu Enfin, c'est peut-être bizarre comme question, mais le côté un petit peu romantique de la chose quand tu regardes des courses ou quand tu analyses un petit peu les différentes tactiques de course ou autres? Bah, c'est vrai que c'est pas faux. Enfin, souvent, moi, je me suis dit, enfin, quand j'étais un peu plus jeune, que les capteurs de puissance, c'était pas forcément une bonne chose parce que ça va avoir tendance à, entre guillemets, un peu robotiser les coureurs, ça court moins à l'instinct. Donc ça, c'était ma vision avant. Maintenant, je me dis que c'est quand même une chance énorme d'avoir accès à ces données de puissance parce que bah, ça permet d'être le plus juste possible dans sa gestion de course, dans sa gestion d'effort. Donc, et c'est vrai que bah, d'un autre côté, on a un peu ce côté robotique et on perd, comme tu dis, de ce romantisme. Alors, une autre question, tiens, par rapport à la récolte de données. Alors, là, je sais pas si tu aurais trop le droit de le faire. C'est par rapport à l'hygiène de vie des coureurs, sommeil, nutrition, activité hors entraînement. Est-ce que tu aurais le droit ou est-ce que tu peux étudier un petit peu ce qu'ils font par rapport à ça et l'impact que ça pourrait avoir? Alors, je le fais pas, mais il existe, enfin, ce serait possible de le faire parce qu'il y a des outils qui existent comme enfin, je sais pas si c'est une montre, mais avec quelque chose qui s'appelle Whoop, qui permet de récupérer les données sur alors je crois que c'est le sommeil notamment des coureurs. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est sur encore une autre source de données qui est pas celle des capteurs qui est utilisée en course. Et du coup, ben, l'avantage de mon travail, c'est que je suis capable, techniquement en tout cas, de pouvoir récupérer toutes ces sources de données différentes et ensuite de les combiner entre elles et de faire des analyses. Hmm. Donc, ce serait possible de s'intéresser à ces choses-là. Et sur la nutrition, parce que j'en parlais à un entraîneur l'autre fois et il m'expliquait qu'il utilisait, lui, une application, je ne me rappelle plus du nom, pour connaître plus ou moins au gramme près ce que mangeaient ou ce qu'il fallait que mangent les athlètes pros dont ils s'occupent. Est-ce que ça peut aussi faire partie de ton taf, ça, ou c'est plus un diététicien, je sais pas, pour cet aspect nutrition vraiment? Je vais pas trop rentrer dans les détails au niveau de cette question, Oui, t'as mais peut-être pas oui, trop le droit de. Oui. c'est clairement quelque chose qui se fait. Ouais. Et c'est là que ça va être, en fait, ça va être vraiment une collaboration entre, ben, comme tu dis, l'outil qui estime combien il va falloir manger et derrière le nutritionniste qui, lui, ben, sait qu'il faut que l'athlète ait tel apport et du coup, bah, qui va lui dire il faut manger ça, ça, ça et ça. D'accord. Hop là, on va passer à la suite parce qu'on ne veut pas non plus te mettre en difficulté. Une question que j'avais vue sur le forum, quel temps est-ce que tu consacres à la collecte de données? C'est une très bonne question. Euh, En fait, les données donc, notamment de puissance, tout ce qui vient des capteurs, en fait, je les récupère sur TrainingPeaks parce que c'est l'outil la plateforme qui est utilisée par Cofidis. En fait, tous les coureurs uploadent leur sortie sur TrainingPeaks. Et normalement, pour ceux à qui ça parle, il y a une API qui est proposée par TrainingPeaks pour que certaines personnes puissent récupérer facilement ces données. Sauf que depuis quelque temps, l'API est plus disponible. Enfin, ils autorisent pas de nouvelles personnes à l'utiliser. Donc, je suis obligé de passer par d'autres moyens pour récupérer les données. Donc, ça prend plus de temps de les collecter que si j'avais accès à cette API. Après, combien de temps ça me prend pour donner un exemple? Moi, ce que je fais, c'est que je mets à jour chaque semaine la base de données. Donc, je télécharge toutes les nouvelles activités des coureurs chaque lundi matin. Et ça me prend environ une trentaine de minutes pendant que l'ordinateur va tourner et va venir récupérer les données, en fait.
Mm. D'ailleurs, tiens, il y a la question suivante, je crois tu y as un peu répondu parce que tu parlais de l'API, c'est la collecte des données est-elle normalisée, c'est-à-dire passe-t-il par un système d'information de type extract, transform, load, ETL? Point d'interrogation. Alors, j'avais encore jamais entendu ce terme Non, moi non jusqu'à plus. tout à l'heure. Et du coup, j'ai vu la question sur le Discord, donc j'allais me renseigner un peu. Et en fait, concrètement, c'est ce que je fais, je vais aller chercher les données sur TrainingPeaks. Je vais les transformer parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est super important dans le boulot d'un data analyst ou d'un data scientist. C'est qu'on a des données brutes. Et souvent, il y a une longue étape de ce qu'on appelle le nettoyage des données, c'est de faire en sorte d'enlever tout ce qui est erroné, tous les problèmes d'enregistrement de capteurs qu'il y a pu avoir, et qui viendraient ensuite fausser les modèles. Donc il y a une grosse étape où il faut enlever tout ce qui on appelle valeur aberrante en fait. Donc c'est cette étape de transformation. Et après, donc normalement, dans l'idéal, il faudrait charger donc ce load de ETL, ces données sur un serveur par exemple, pour qu'elles soient accessibles à tous les membres de l'équipe. Et donc ça là concrètement, c'est pas fait dans mon cas puisqu'elles sont juste stockées en local. Donc, en fait, dans un sens, je fais ça, mais c'est pas de manière très, comment dire, un peu artisanale, on va dire. Alors, l'autre question, tu l'as vu, j'avoue que j'ai pas trop compris, mais encore une fois, c'est pas mon domaine. As-tu déjà appliqué un modèle d'analyse de données type réseau de neurones sur un jeu comme Rivals Manager? Alors, non, je Si jamais tu fait sais ce ça. qu'est Rivals Manager, c'est peut-être Ouais, ouais. alors je connais de nom, mais alors je suis même pas. Enfin, si mes souvenirs sont bons, si on construit une équipe Oui, avec des voilà, c'est coureurs, ça, un c'est jeu de ça. fantasy, Et ouais. donc, j'ai jamais fait ça, mais après, on pourrait très bien. Alors, je sais pas si ce serait efficace, parce que je sais pas ce que ça prendrait en compte concrètement, si ce n'est les résultats. Mais je l'ai jamais fait en tout cas. Bah, j'espère que ça marchera pas parce que déjà que c'est dur de gagner, alors si en plus il y a de la science qui vient nous rajouter de la difficulté, ça va être compliqué. Tiens, il y a une question, celle-là elle est vachement intéressante et c'est vrai que j'avais pas pensé de Chef Wiggum qui pouvait pas être là pendant l'émission. Je voulais savoir quelle place a l'analyse de data sur le recrutement. Bah, en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'analogie avec le football, par exemple. C'est que dans le foot, on a accès à toutes ces statistiques, toutes ces données sur tous les sportifs, en fait, quels qu'ils soient, que ce soit les gens dans nos équipes, enfin dans notre équipe, ou dans n'importe quelle autre équipe, n'importe quel championnat. Donc là, dans ce cas-là, le recrutement, il est vraiment... les datas ont un vrai impact sur le recrutement parce que on peut collecter tout ce qu'on veut sur tous les potentiels joueurs que l'on pourrait vouloir recruter. Et c'est là où dans le vélo, en fait, il y a ce problème, entre guillemets, c'est que on a des données encore plus intéressantes, à mon sens, comme la puissance, mais elles sont très rarement accessibles, au final, pour pouvoir juger du recrutement. Et du coup, on se retrouve à soit devoir se baser juste sur les résultats, qui ça peut être intéressant, mais ça reste assez superficiel, je pense. Et sinon, il faut pouvoir avoir accès à ces fameuses données de puissance ou d'autres données, mais il faut y avoir accès. Et ça, c'est pas forcément facile. Mais et pour prolonger la question, est-ce que ça pourrait pas être une suite justement à ton boulot? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des agents, peut-être, est-ce que quand on est coureur, qu'on veut passer pro, mais qu'on n'est pas trop connu, on ne devrait pas avoir affaire à un data scientist ou un data analyst de reconnu, lui filer ses données pour qu'il peut-être les présente à d'autres équipes? En gros, que tu bosses pas pour les équipes, mais pour les coureurs, entre guillemets. Ouais, on peut imaginer ça. Parce qu'en fait, oui, il suffirait, enfin, l'avantage de ce genre de boulot que je fais, c'est que on est capable de traiter beaucoup d'informations et de sortir des résultats rapidement. Donc, on pourrait aussi imaginer avoir un grand nombre d'athlètes qui donnent leurs données et ensuite elles sont traitées et on en ressort quelque chose et ça peut pousser en faveur de l'athlète pour certaines équipes. Ouais, c'est vrai que ça pourrait peut-être aider au recrutement. Est-ce que c'est envisageable, me demande McFly, un échange de données entre des équipes? Bonne question. Je sais pas trop, mais à mon sens, je suis pas, j'en suis pas certain parce que quand on voit comment c'est très confidentiel et c'est ce qu'on disait au début par rapport à ce travail, souvent enfin, dans certaines équipes,
les coureurs, je pense, ont une obligation de masquer leurs données. Et donc, j'ai du mal à voir des équipes qui seraient prêtes à collaborer et à se partager ouvertement toutes leurs données. Et tiens, puisqu'on parle Par des... contre, Oui, vas-y, enfin, je me pardon, je t'ai permets. coupé. Non, non, c'est moi. Mais par contre, c'est ce que je disais par rapport à Cofidis. Il y a une équipe homme, il y a une équipe féminine, et une équipe paracyclisme. Bah là, on peut, enfin, si c'est la même structure, on peut clairement Oui. avoir une collecte globale des données et que ça serve à tous les pôles de l'équipe, en fait. Ah tiens, Alex nous donne des infos, ça c'est intéressant par rapport au foot. Ce que tu évoques, Charles, ça existe dans le foot. Des agents font appel à des data scientists pour sortir des études statistiques qui mettent en valeur leurs joueurs ou qui étudient la compatibilité du joueur avec le système de jeu d'une équipe. Ouais, ça, je savais pas, mais c'est intéressant. Ok, bon, bah, Peut-être pour la suite, ça peut être intéressant, en effet. pour la Euh, future. ouais. Ils vont te trouver du boulot, tu vas voir. Ça va être... Tiens, j'avais une question par rapport aux autres équipes, les armadas. Alors, peut-être que tu sais pas trop, mais des équipes qui ont entre guillemets un puissant fond, comme UAE Team Emirates par exemple, est-ce que tu penses, j'imagine qu'ils en parlent pas beaucoup, mais est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment beaucoup de monde ou beaucoup de budget pour cet aspect-là? Et je sais pas, honnêtement. J'imagine qu'ils ont, parce que quand on a un tel budget, j'imagine qu'ils ont quelqu'un, pas forcément à temps plein, peut-être que c'est quelqu'un qui est comme moi en tant que consultant, mais j'imagine qu'ils ont quelqu'un qui bosse là-dessus. Mais je suis pas certain qu'ils aient, on va dire, 10 fois plus de data scientists que chez Cofidis ou chez FDJ, quoi. Ouais, tu penses que même chez ces grosses équipes, on en est aussi au tout début? Ouais, j'imagine. Après, aucune certitude quand je vois quand même que Ineos est une des plus, ça reste quand même une des plus grosses équipes. Je crois pas que Kevin Even soit, enfin, je pense qu'il est le seul data dans l'équipe. Donc, qui reste quand même une très très grosse équipe. À mon avis, c'est pas très différent chez UAE ou Yambo. Oui, puis c'est vrai qu'Ineos, en plus, c'est une équipe, même avec la Sky avant, qui a toujours travaillé sur cet aspect-là, donc qui serait censé être en Ouais. avance. Je pense que vous avez construit des modèles pour vos datas. Si oui, combien de temps pour les construire et pour tester leur fiabilité? C'est variable, ça dépend des modèles, mais sans rentrer dans les détails, un des modèles qui a été utilisé cette année, ça a pris on va dire 2-3 mois pour être. Il n'y avait pas que ça à faire, mais notamment 2-3 mois pour tout cet aspect mise en place du modèle et ensuite test de la fiabilité. Alors, est-ce que c'est dans ton temps de travail, ça, ou c'est toi qui dois, quand tu arrives, avoir déjà ton truc prêt? Non, non, ça fait vraiment partie du temps de travail. En fait, c'est vraiment partie intégrante du boulot d'un data scientist. C'est au final, pour résumer, il y a la majeure partie du temps, elle n'est pas dédiée à l'implémentation, à la création de modèles, mais juste à avoir les données, transformer les données pour qu'elles soient exploitables, vérifier et ensuite faire tout plein de manipulations pour que les modèles soient les plus optimisés possibles. En fait, c'est vraiment tout autour de ça que tourne le boulot de data scientist. Est-ce que tu as des objectifs de fixer? C'est peut-être con comme question, mais est-ce que à l'image du staff ou autre, tu as aussi, toi, des objectifs précis en termes, je sais pas, pas de résultats, mais de... Je sais pas trop comment tourner ma question, je me rends compte que je me piège tout seul. Non, mais pour répondre, enfin, je j'ai pas d'objectif particulier, juste enfin non, j'ai pas d'objectif du coup, juste des demandes donc des membres Ouais. du staff. Et l'idée, c'est on se fixe des deadlines pour que ce soit utilisable pour telle ou telle course. Et du coup, moi, mes objectifs, c'est de répondre à ces demandes-là dans le temps qu'on s'est fixé. C'est terrible. Si je lis un truc en même temps, je me paume tout seul. Et après, ça va pas. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour des questions. J'espère que j'en ai pas trop oublié. Il est déjà 18h45. Oui, ça fait déjà 3 quarts d'heure Ça passe vite. qu'on est ensemble. Bah, c'est super intéressant en plus, parce que c'est vrai que c'est un sujet vachement riche. Comme je maîtrise pas trop, est-ce qu'il y a des aspects que tu souhaiterais évoquer, Quentin, que j'ai pas, enfin, dont j'ai pas parlé justement?
Je sais pas si ça peut être intéressant pour, certaines personnes qui nous écoutent, d'avoir un exemple, par exemple, de à quoi sert l'intelligence artificielle. Je sais pas si ça Ouais, oh peut. oui, carrément. Donc je vais pas du tout parler de ce que moi je peux faire, mais c'est plus pour essayer d'illustrer ce qu'est la data science. En fait, on pourrait imaginer donc, un exemple assez bête, mais qui peut être très utile, c'est un coureur, son capteur de puissance, ne marche pas un jour et il y a le capteur de puissance qui marche pas, mais tous les autres capteurs, fonctionnent correctement. Bah, on veut savoir quand même quelle puissance il a développé et donc l'intelligence artificielle, donc en fait le machine learning peut permettre, d'estimer, quelle a été la puissance, développée en fonction de tous les autres paramètres qui ont été, eux, enregistrés correctement. Du coup, pour rentrer plus dans l'exemple, on peut imaginer un modèle extrêmement simple où on a juste, la vitesse à laquelle le coureur évolue et sa puissance en parallèle. Et du coup, on sait que, bah, il y a eu un jour, il a roulé à 30 km/h de moyenne et que ce jour-là, il a développé 300 watts. Ben, disons que maintenant, le lendemain, il court, il fait une course, il est à 60 km/h. C'est un peu farfelu, mais peu importe. Donc 30 km/h, 60 km/h, il y a un facteur 2 d'écart, c'est 2 fois plus important. Bah, le modèle, il va se dire, ok, 30 km/h, 300 watts, bah, du coup 60 km/h, il va avoir développé 600 watts si jamais le capteur de puissance n'a pas marché. Donc c'est hyper réducteur, c'est hyper simpliste comme raisonnement, parce qu'on sait très bien que la puissance, elle dépend pas que de la vitesse, parce que qu'on soit en descente ou en montée, ben, c'est surtout le terrain qui influence la vitesse. Et du coup, l'idée d'un réseau de neurones, par exemple, qui est un modèle de machine learning assez complexe, c'est qu'il va venir récupérer toutes les autres données. Ça va être la cadence, ça va être la pente, ça va être la vitesse, ça peut être le sens du vent ou la vitesse du vent. Et vu que c'est une machine, en fait, et qu'il y a une puissance de calcul qui est super importante, il va prendre toutes ces données-là, il va faire des choses mathématiquement derrière, et il va être capable d'estimer la puissance avec une précision qui peut être assez intéressante. Est-ce qu'on peut pousser encore plus loin sur les éléments extérieurs? Parce que c'est vrai que parfois je vois des trucs sur les temps d'ascension, etc., la vitesse, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer aussi que bah, tu as parlé du vent, qu'on prenne en compte, je sais pas, la température, le revêtement de la route, pour plein d'aspects finalement qui concernent plus l'extérieur que le coureur en lui-même? Ce serait l'idéal. Le seul problème, en fait, c'est qu'il faut pouvoir avoir accès à ces données. Typiquement, le revêtement de la route, c'est quelque chose qui est, à mon sens, super dur de quantifier. Et du coup, pour qu'un modèle il puisse être efficace, il faut qu'il ait les données, mais il faut qu'il les ait à chaque fois, ces données. Donc ça veut dire que si on veut prendre en compte le revêtement de la route, au-delà du fait que ça peut être difficile de quantifier quel est l'état de la route, il faut qu'à chaque fois, on ait l'état de la route. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et Par est-ce contre, que par exemple, pour la température, qui elle est enregistrée par des capteurs, là, c'est déjà beaucoup plus faisable. ouais, une question est vraiment, si ça se trouve, elle est ridicule, mais avec Google Street View, est-ce qu'on pourrait imaginer à terme, bah, je sais pas, une machine qui apprend justement en parcourant le parcours d'une course sur Street View et qui est capable de dire sur, je sais pas, les 180 bornes, quel type de revêtement est-ce qui fait perdre ou gagner? Ou est-ce que c'est pas du tout possible? Hum, sur la sera suffisamment précis pour détecter vraiment les plus petites différences de revêtement, je sais pas. Par contre, on peut imaginer que dans de la reconnaissance de parcours, plutôt que d'avoir un directeur sportif qui se tape l'étape en reco à l'avance, à d'avoir, oui, pourquoi pas alors je pense que ça demanderait pas mal de travail, mais une machine qui du coup détecter des points chauds au niveau du placement, par exemple, ce genre de choses. Ouais. Alors d'autres questions, on va prendre les gars, il est déjà 18h50, donc je vais prendre toutes les dernières questions, n'hésitez pas à les mêmes et puis après on va pouvoir clôturer. Bon, celle-ci, je pense que c'est un vœu pieux hein, pour l'ami Cofidis. Est-ce que tu pourrais pas essayer d'améliorer Guillaume Martin en contre-la-montre? Ça, je suis pas sûr que tu puisses répondre.
Bah, il a déjà fait des très belles performances cette année qui étaient parmi ses meilleures. Après, ce serait pas enfin, si jamais il était possible, de faire des progrès en contrôle-la-montre, ce serait pas vraiment Mmh. mon travail qui pourrait être utile, mais plus, bah, le travail de quelqu'un qui bosse en soufflerie avec lui pour peut-être améliorer sa position, je sais pas. Ce serait pas tant moi, j'aurais pas forcément un intérêt pour le faire progresser en chrono. Ouais, ça rentre pas trop dans ton champ de compétences, quoi. Non. Est-ce que des fois vous regardez les données mises en public par certains coureurs pour analyser leurs faiblesses? Du coup, j'imagine que ça parle de coureurs qui sont pas dans l'équipe. Ouais, ouais, ouais. On peut. On l'a En fait, le seul problème, c'est qu'il faut enfin, même si les données sont en public, on peut les voir visuellement, mais c'est pas possible de les récupérer concrètement. Donc, on va voir à quoi ressemble la courbe de puissance, par exemple. On va pas avoir accès à la donnée de puissance sur l'ensemble de la sortie, seconde par seconde. Donc c'est déjà un frein pour pouvoir l'analyser. Après, on peut quand même regarder, comment dire? Les moyennes sur différentes durées. Et tiens, tu parlais de l'IA tout à l'heure. Bon, ça va être un petit peu pervers comme question, mais est-ce que justement l'IA, tu évoquais qu'elle pouvait combler des manques. Est-ce qu'à terme, l'IA, pardon, à partir de juste de la moitié des données, pourrait t'aider à récupérer les autres? Ouais, bah, clairement, enfin, oui, à mon sens, oui. C'est un peu ce que je disais sur cet exemple d'estimation de la puissance. Bah, on peut imaginer avoir, enfin, c'est des algorithmes qui font ça, c'est surtout des réseaux de neurones qui sont très, très puissants pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a une première partie d'un signal, donc d'une courbe de puissance. On a les 30 premières minutes, et en fonction des autres paramètres, bah, derrière, c'est capable d'estimer avec une précision qui peut être plutôt bonne. Ce sera jamais, ça reste une estimation, ça faut toujours le garder en tête, mais on peut quand même avoir des résultats qui sont plutôt très corrects. Ouais. Est-ce que tu fais aussi des modèles de prévision ou seulement de l'analyse de données passées, nous demande McFly. Non, du coup, il y a les deux. Il y a de l'analyse de données et puis ben, parfois aller plus loin et du coup ben, faire des modèles de prédiction sur certains sujets. Et là, c'est vraiment, on rentre dans le boulot de data scientist à proprement parler. On se contente plus d'analyser des données, mais on va essayer de prédire des nouvelles choses. Je pense que j'ai fait le tour des questions. J'ai l'impression, après t'avoir écouté, la Quentin, pendant une heure, que bah, il y a des possibilités énormes pour faire progresser tes coureurs, pour voir un peu ce qui se passe à côté par rapport à l'IA. Est-ce que c'est ton sentiment aussi qu'on est bah, pratiquement au début d'une page blanche et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités pour la suite? Oui, 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 clairement. Moi, j'ai pas mal d'idées bon, que je vais appeler perso, on va dire. Les gens avec qui je travaille dans l'équipe ont pas mal, si ce n'est beaucoup de demandes. Et en fait, le seul point limitant, c'est le temps, c'est les moyens qu'il y a derrière. Parce que ben, si on est 3 fois plus nombreux, on pourra faire 3 fois plus de choses. Du coup, il y a plein de possibilités. Après, maintenant, ben, l'idée, c'est de prioriser qu'est-ce qui peut être le plus intéressant à faire. Mais ouais, comme tu dis, on est au début c'est que le début, à mon sens. En tout cas, j'espère. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est assez passionnant. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Quentin, encore une fois, ou des trucs que j'avais oubliés Bah, pas spécialement par rapport, j'avais noté quelques petits trucs, mais on en a bien discuté tout du long. Donc, moi, ouais, voilà, moi, ouais, si, quand même, préciser, je reviens là-dessus, j'en ai déjà un peu parlé. C'est que pour moi, qu'est-ce que le data scientist il fait dans l'équipe? Bah, concrètement, il propose des outils d'aide à la décision aux autres membres du staff. Et ces outils-là, ils vont permettre aux membres du staff d'être plus précis sur certains points, de gagner du temps sur d'autres points. C'est vraiment là l'utilité du data scientist. Oui, C'est d'aider les autres. Et c'est pas de remplacer qui que ce soit. c'est vrai que parfois on peut mélanger les genres et pour être concret, tu feras pas de tactique de course, par exemple, c'est ce que tu veux nous dire. Non, exactement. Je peux fournir des choses aux directeurs sportifs qui, eux, pourront les utiliser ou non s'ils le souhaitent pour faire de la tactique de course. Mais mon boulot a en aucun cas vocation à remplacer le directeur sportif ou à, à faire quelque chose. Enfin, c'est des choses que je maîtrise pas forcément. Donc, c'est plus répondre à leurs besoins pour eux les aider à avoir plus d'outils en main
prendre les meilleures décisions. Pour conclure, Quentin, la suite pour toi, est-ce que c'est vraiment l'idée de faire un boulot de data scientist toute ta carrière, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects du milieu du cyclisme ou d'ailleurs qui te tenteraient? À court terme, on va dire que j'aimerais vraiment poursuivre dans cette voie de data scientist dans le vélo ou en tout cas dans le sport de haut niveau d'une manière générale. Et moi, d'un point de vue perso, je sais que à moyen ou à long terme, le côté entraînement, entraîneur me plaît énormément. C'est des choses, enfin, je m'y connais pas bien et j'ai pas suivi les études pour ça. Je sais que ben, c'est quelque chose qui me plairait bien de me former sur ces sujets-là pour avoir entre guillemets une sorte de double casquette data et entraîneur. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Tout ce qui est physiologie aussi, c'est des choses qui me plairaient bien à l'avenir de faire. Tiens, Mickaël nous demande, parce que Mickaël il va sur un paquet de courses, je crois. Est-ce que tu vas souvent sur des courses pour suivre l'équipe, ou est-ce que c'est un peu derrière le PC tout le temps? C'est plus la deuxième option derrière le PC, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai pas une grosse utilité sur les courses. Donc je fais quasiment jamais sur les courses. C'est plus là, typiquement l'été dernier, je suis allé sur le Tour de France parce que ça passait pas loin de chez moi, donc j'étais avec l'équipe. Mais sinon, je reste derrière l'ordinateur. Tu fais les rassemblements ou pas bah là, par exemple, comme il y a eu en décembre ou en janvier? Ouais, Ouais. début de saison et fin de saison, j'ai fait donc début de saison l'an dernier, cette année, fin de saison l'année dernière aussi. Donc là, c'est les moments où il y a tous les membres du staff, il y a tous les coureurs, donc ça permet de s'intégrer, on va dire, et de vraiment voir tout le monde et discuter de vive voix des projets qui peuvent être mis en place. Parce que, ouais, Cofidis, c'est une équipe qui bosse, tous les membres du staff au niveau de la performance, en tout cas, bossent depuis chez eux. Il y a pas des bureaux, il n'y a pas des locaux. Ouais, il n'y a pas de Où on se service course. retrouve. Il y a un service course, mais c'est juste pour le personnel administratif et pour les mécanos. Et pour le pôle perf, ça marche que par visio. Et du coup, c'est bien de temps en temps de se voir en vrai et de pouvoir échanger. C'est quand même plus facile que derrière un écran. Oui, parce que sinon tu peux passer ton année sans voir aucun collègue. C'est à peu près ça. Tiens, j'avais une dernière question. Désolé, j'en retrouve toujours. C'est assez Non, mais terrible. y a Tu pas de parlais souci. des coachs et de la volonté d'être coach. Si jamais tu étais indépendant, est-ce que ça pourrait pas être une alliance assez sympa au final, enfin complémentaire en tout cas, un coach, un data scientist ou un data analyst pour vraiment couvrir tous les domaines de l'entraînement et de l'approche de la performance pour un athlète? Tu parles d'une même personne qui ferait ces deux choses-là ou de De un deux coach personnes, et par un... exemple, un Ouais, coach qui s'associerait à un ok. data Je... scientist. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui serait clairement possible. Le coach, il a des compétences, des connaissances sur l'entraînement, la planification d'entraînement qui sont énormes. Mais parfois, du coup, il va peut-être pouvoir. Enfin, du coup, le data scientist pourrait lui permettre de gagner du temps et d'être plus précis sur certaines choses, de le décharger de certains aspects et du coup, pour que le coach puisse faire plus de choses pour l'athlète. Et ça, ouais, pour moi, c'est une combinaison de deux métiers différents qui a tout son sens. Je vais aller poser la question aux entraîneurs que je connais, alors du coup ça va être intéressant si ça les intéresse. Bref, plus sérieusement, je pense qu'il me reste à te remercier, Quentin. C'était vraiment archi sympa. Moi j'ai appris plein de choses. Je pense que vous aussi sur le chat. Et j'espère que ça t'a plu. Oui, c'était très, très sympa de discuter puis de répondre à toutes les questions. J'espère que ça a été intéressant à écouter en tout cas. Et moi, merci pour l'invitation, encore je le redis. Un grand merci. Il me reste à vous remercier tous. Et puis on verra pour d'autres émissions avec d'autres invités. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao. Salut!